Dans le quartier Siafoumou, 5e arrondissement de Pointe-Noire, ces jeunes Congolais n'ont pas choisi ce site au hasard. Déjà aguerris dans le recyclage des biodéchets, ils s'attaquent ce jour-là à ces monceaux de plastique que la rivière en contrebas charrie vers l'océan. Pour nous, c'est maintenant une culture, parce que nous sommes des militants écologistes et nous ne souhaiterons pas avoir un environnement sale et un environnement pollué. Donc pour cela, on est très sensible dans ce domaine. Dès qu'on constate qu'il y a un environnement qui est sale, avec des déchets que nous avons le savoir-faire, tout de suite on agit. Après le nettoyage, direction Congoplast, une entreprise de recyclage qui collecte et transforme ces déchets plastiques en matériaux de construction, comme des briques, des tuiles ou encore ces pavés. J'ai vu un problème et j'ai vu une opportunité derrière. Je me suis dit, s'il y a un problème sur cette pollution-là, il y a également un défi et des opportunités de business à faire derrière ça. Après, j'ai commencé à faire quelques recherches, comment on fait pour recycler la bouteille en plastique. Je suis tombé sur un monsieur qui faisait des pavés avec. Et j'ai fait le déplacement, c'était au Cameroun. Je suis allé au Cameroun, il m'a formé pendant 1 semaine, 2 semaines. Après, je suis revenu. J'ai commencé à monter ma petite usine. Depuis sa création en 2021 et quelques subventions plus tard, Congoplast s'est développé et dispose aujourd'hui de plusieurs broyeurs et des moyens de collecte nécessaires à son activité. Une activité qui doit être accompagnée selon ce chercheur. Les jeunes, c'est un domaine très ouvert pour eux. C'est même un créneau qui pourra aider beaucoup de jeunes à devenir des gros opérateurs dans ce domaine-là. Ailleurs, c'est très évolué, mais chez nous, c'est très latent. Bon, si des jeunes déjà sont motivés pour le faire, nous ne pouvons que les encourager. Congoplast transforme actuellement 200 à 300 kilos de plastique par jour, mais vise la tonne d'ici quelques semaines grâce à l'ajout dans l'usine d'une nouvelle ligne de recyclage. Dans une déclaration diffusée sur une chaîne de télévision privée, Issa Chiroma Bakari a mis en garde contre ce qu'il qualifie de passage en force destiné à prolonger le système en place. L'ex-ministre, aujourd'hui candidat à la magistrature suprême, dénonce des forces tapies dans l'ombre qui chercheraient à contourner les urnes. Je cite, « Toute velléité de passage en force sera étouffée dans l'œuf par le peuple souverain. Le Cameroun a changé et le 12 octobre, c'est dans les urnes que le peuple choisira son leader. » Issa Chiroma appelle ses compatriotes à rester vigilants et mobilisés. Ensemble, dit-il, nous allons écrire et arracher la victoire. Mais le gouvernement a répliqué. Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, a averti que toute tentative de trouble à l'ordre public sera réprimée. Je cite, « Il y a des candidats qui vont utiliser la présidentielle pour faire le désordre. Ils seront nos clients et nous allons nous en occuper correctement. » Surprise et consternation, c'est les mots choisis par le Bloc républicain pour la défense de la Constitution BRDC lors d'une conférence de presse après la publication du chronogramme électoral par l'Autorité nationale des élections. Selon cette coalition qui regroupe la majorité de l'opposition centrafricaine, aucun calendrier n'aurait dû être rendu public avant des avancées dans le dialogue politique lancé le 2 septembre. Le BRDC estime que ce geste traduit la volonté du pouvoir d'imposer le processus électoral et juge le chronogramme, je cite, anticonstitutionnel et caduc. Toujours durant cette conférence de presse, les leaders de l'opposition ont relevé plusieurs points, comme la possible ouverture des élections naturalisées, ainsi que l'absence de matériel électoral commandé qui, selon eux, vont amener à la tenue d'élections, je cite, chaotiques, aux conséquences fâcheuses. Enfin, ils appellent la MINUSCA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies ici, à ne pas soutenir le processus électoral tel qu'il est. Pour rappel, le 28 décembre, la Centrafrique doit organiser 4 scrutins, une élection présidentielle ainsi que des élections législatives, régionales et municipales. Malgré l'interdiction du préfet d'Antananarive, l'appel à manifester avait été maintenu à 11 heures précises. À l'heure dite, une foule compacte de plusieurs centaines de jeunes se rue vers un cordon de sécurité du centre-ville déployé par les gendarmes. Mais leur progression est rapidement interrompue par une pluie de gaz lacrymogène. Repoussés mais déterminés, les manifestants multiplieront les tentatives des heures durant pour atteindre la place de la démocratie, en vain.
La génération Z, à l'origine de cette manifestation, arbore le pavillon pirate de One Piece, symbole d'une jeunesse en colère, brandi dans plusieurs manifestations à travers le monde. On a besoin d'eau, on a besoin d'électricité. Les entrepreneurs n'en peuvent plus. Les étudiants n'arrivent plus à vraiment étudier. On en a marre. L'université se fait détruire. On veut apprendre comme les enfants de ces putains de dirigeants. Sur cette banderole, marre de la dictature, de la corruption, de la pauvreté et de l'insécurité. Une mobilisation historique depuis l'élection du président Rajoelina en 2018 qui se transforme rapidement en face-à-face entre manifestants munis de pierres et forces de l'ordre. Plusieurs blessés sont à déplorer des deux côtés. L'État à qui on a prêté le pouvoir nous agresse. C'est à nous qu'appartient le pouvoir, pas à eux. S'ils nous cherchent, ils nous trouveront. Rendez-nous notre liberté. Voilà ce qu'on a subi. On a manifesté, on a demandé gentiment nos droits, mais on nous les refuse. On n'a pas eu l'autorisation de manifester pacifiquement. Et quand la manifestation a lieu, ils nous envoient des bombes lacrymogènes alors que nous, on est à main nue. On n'a pas d'armes. Alors que la génération Z prenait un mouvement pacifique et citoyen, la situation dégénère. Des membres des forces de l'ordre sont lynchés, le domicile d'une sénatrice et de 2 députés du parti présidentiel sont pris pour cible et des magasins pillés. La sénatrice, proche du pouvoir, dénonce une tentative de coup d'État par l'opposition. Les manifestants, eux, accusent les forces de l'ordre d'être des bras armés du régime. On est tous malgaches, on souffre tous de l'absence d'eau et d'électricité et ils nous font ça. Si on se battait ensemble, le problème serait résolu. Mais eux, ils sont guidés par l'argent et c'est ça le problème. La mobilisation a été suivie dans plusieurs villes du pays. Sur les réseaux sociaux, la génération Z appelle à poursuivre le mouvement. Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi. Le plus dangereux, le plus démuni aussi. Ici, la vie a tout de la survie, au jour le jour, avec les moyens du bord, dans une pauvreté extrême. Mais depuis quelque temps, une initiative est venue à la rescousse de certaines habitantes, comme Margaret John. Lorsque vous ramassez des déchets plastiques le long de la route, les gens peuvent penser que vous êtes folle. Mais vous savez ce que vous faites. Je sais que tout cela me rapportera quelque chose. Parfois, je ramasse ces plastiques et je les échange contre des points verts. Le dépôt se fait ici, au point de collecte Mr. Green Africa. Les déchets en plastique sont pesés et rémunérés en points verts. Des crédits qui donnent accès aux toilettes, aux douches, à un service de blanchisserie ou à des repas. Cela m'aide beaucoup car il m'arrive parfois d'accepter un travail temporaire et de ne pas gagner d'argent finalement. Si je collecte suffisamment de plastique, cela m'aide à les échanger contre de la nourriture, ce qui me permet de sauver la situation plutôt que d'attendre mon salaire mensuel. Et j'arrive à survivre. Mais ce qui à 50 ans est faisable pour elle est beaucoup plus ardu pour d'autres. À 85 ans, Molly Alouoche peine à ramasser les déchets. Mais malgré son âge avancé, cette activité lui est indispensable pour rester digne. À Kibera, où elle vit depuis plus de 30 ans, l'accès à l'eau est rare et cher. Si j'apporte ces bouteilles, le collecteur les récupère et me donne des points verts. Et j'ai accès ici à une bonne douche chaude, car à mon âge, je ne peux pas prendre de douche froide. J'ai besoin d'eau chaude et de profiter de ma douche. Chaque fois que je viens ici, j'apprécie les toilettes et les douches. Alors, apporter ces plastiques ici m'apporte de grands avantages et me rend heureuse. Comme Molly et Margaret, elles sont une centaine de femmes à collecter du plastique. Chaque kilo procure 15 points verts, l'équivalent de 15 shillings kenyans, soit 10 centimes d'euros. Comme les hommes quittent leur maison tôt le matin pour aller travailler, ce sont les femmes qui ont la responsabilité de parcourir des kilomètres à pied, de transporter l'eau jusqu'à leur maison, de faire le ménage, de cuisiner, de veiller à l'hygiène des enfants, de faire la lessive et d'autres tâches similaires. Donc ce sont elles qui bénéficient le plus de nos services, qu'il s'agisse de la fourniture d'eau propre et salubre, de la lessive, des toilettes, des douches ou même de ce système de recyclage du plastique. Sans accès municipal à l'eau, les habitants de Kibera sont à la merci des revendeurs informels. Avec 10 points d'eau répartis à travers le bidonville, l'ONG dit protéger les habitants des pénuries et des prix abusifs, tout en s'attaquant au problème du plastique. En 10 ans, le projet a distribué plus de 50 millions de litres d'eau et permis plus d'1 million d'utilisations des douches et des toilettes.
chant, théâtre ou encore conte. Depuis une semaine maintenant, la ville de Bangui vit au rythme du premier festival franco-centrafricain des arts scéniques organisé par l'Alliance française. Il est financé par l'ambassade de France ici en Centrafrique. Cet événement est indéniablement un nouveau signe, un signe supplémentaire du réchauffement diplomatique entre Paris et Bangui. En tout cas, depuis les 3 ans que je suis à Bangui, c'est quand même la plus grosse dotation qu'on ait eue pour accompagner le milieu culturel, effectivement. Et ça représente, c'est une action importante d'accompagnement qui a permis de mettre en réseau tous les acteurs culturels de la ville de Bangui et de les faire travailler ensemble. Autre objectif de ce festival, mettre en lumière des lieux culturels à Bangui, comme c'est le cas ici, le centre culturel Culte International qui se trouve juste derrière moi. Et en tout, c'est une 50aine d'événements qui se déroulent dans toute la ville avec des artistes qui viennent de Côte d'Ivoire, du Togo, de France et bien évidemment de Centrafrique. Ces dernières années, on n'a pas eu l'occasion de tenir de grands festivals comme celui-ci. Donc c'est une nouvelle dynamique qui s'est installée avec ce festival financé par le FEF. Et nous espérons que dans les jours, dans les années à venir, on va faire mieux, même avec les autres festivals, pour essayer d'animer la vie socio-culturelle en Centrafrique. Une fois la nuit tombée, les représentations continuent, comme ce soir, avec des humoristes sur scène. Le festival prendra fin ce 28 septembre. D'après les organisateurs, une nouvelle édition devrait se tenir l'année prochaine. Ici, au camp d'entraînement militaire de Boundassé, à une quarantaine de kilomètres à vol d'oiseau de la capitale Accra, que certains des 14 migrants auraient été détenus pendant 2 semaines environ. Une détention qu'un cabinet d'avocats ghanéens qualifie d'illégale. Oliver Barker Vormawor représente 11 d'entre eux. La semaine dernière, il a demandé à la justice ghanéenne d'empêcher les autorités d'expulser ses clients. Le tribunal n'a pas accédé à sa demande sur l'instant et quelques jours plus tard, l'avocat apprend que tous les migrants détenus ont été transférés dans d'autres pays. Nous avons la confirmation qu'au moins 6 d'entre eux sont actuellement au Togo. Nous pensons que les autres y sont également, mais nous n'avons pas été en mesure d'entrer en contact avec eux. Nous savons cependant qu'ils ont été transférés du camp hors du pays. C'était une de nos craintes, que le gouvernement cherche à les expulser pour entraver le processus judiciaire. L'avocat accuse le gouvernement du Ghana d'avoir expulsé ses clients vers leur pays d'origine alors que ces derniers fuyaient les persécutions de leur gouvernement. Questionné sur le sujet, les autorités togolaises n'ont pas répondu à nos sollicitations. Côté Ghana, le porte-parole du gouvernement, Félix Kouaché Ofosu, nous a assuré ce mardi 23 septembre que les 14 migrants arrivés des États-Unis ont tous été renvoyés chez eux. Une semaine plus tôt, Samuel Okudjeto Ablakwa, le ministre des Affaires étrangères, présentait cet accord comme une aide du Ghana apportée à ses compatriotes ouest-africains. Ghana has not received. Le Ghana n'a ni reçu ni cherché à obtenir quelconque compensation financière ou avantage matériel lié à cette entente. Notre décision vise uniquement à offrir un refuge temporaire quand il est nécessaire, à éviter de nouvelles souffrances humaines et à maintenir notre crédibilité en tant qu'acteur régional responsable. Autre affirmation formulée par le chef de la diplomatie ghanéenne, cet accord, que le ministre a qualifié d'entente avec les États-Unis, est tout à fait conforme à la Constitution et n'avait pas à être présenté devant le Parlement pour ratification. Une déclaration mensongère selon le nouveau parti patriotique, le principal parti d'opposition du Ghana. Il dénonce une forte opacité. Cette façon de faire est clairement inconstitutionnelle et viole tous les principes d'un État démocratique. Le pouvoir a une claire majorité au Parlement et s'il le présentait devant les députés, l'accord aurait de grandes chances d'être ratifié. Mais il faudrait pour cela qu'il satisfasse les dispositions de la Constitution et qu'il donne aux parlementaires l'occasion d'examiner minutieusement l'accord. Le nouveau parti patriotique demande à ce que l'accord soit suspendu tant qu'il n'a pas été présenté au Parlement. La semaine dernière, le gouvernement ghanéen a pourtant annoncé l'arrivée prochaine de 40 nouveaux migrants. Selon l'avocat Oliver Barker Vormawor, 14 d'entre eux seraient déjà arrivés au Ghana vendredi 19 septembre.